cette nouvelle émission de votre programme semi-hebdomadaire Égypte à la une. À la une de ce lundi 2 septembre 2019, eh bien, vous allez le découvrir tout de suite et on commence sans plus tarder avec cette nouvelle concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a quitté dimanche le Koweït au terme d'une visite officielle de 2 jours au cours de laquelle il s'est réuni en sommet avec Cheikh El-Sabah Ahmed Sabah, l'émir du Koweït, sur l'ensemble des relations bilatérales. Les deux leaders ont également tenu une séance de pourparlers élargie, réunissant leurs délégations respectives. Je cite, la sécurité du Koweït et du Golfe fait partie intégrante de la sécurité de l'Égypte, a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi à l'émir du Koweït, a rapporté le porte-parole de la présidence de la République. Le président el-Sisi a souligné que l'Égypte apprécie fort bien ses liens historiques avec le Koweït et loué ses positions favorables à la volonté du peuple égyptien et à ses démarches de développement. L'émir du Koweït a pour sa part exprimé la grande appréciation de son pays envers l'Égypte, mais aussi envers la direction et son peuple, saluant les relations égypto-koweïtiennes étroites basées sur l'amitié et la fraternité. Il a de même rappelé que l'Égypte jouit d'une place spéciale auprès du peuple koweïtien, favorisant davantage le rapport privilégié. L'émir du Koweït a également salué le rôle axial de l'Égypte dans la consolidation de la stabilité et de la sécurité des pays arabes. Et ces efforts continus et louables visant à renforcer l'action arabe commune à tous les niveaux. El-Sisi et Sabah ont par ailleurs parlé de la lutte contre le terrorisme. Selon le porte-parole de la présidence, l'Égypte et le Koweït se sont accordés à intensifier leur coopération en termes de sécurité ainsi qu'à poursuivre leur démarche antiterroriste afin de faire face aux forces obscurantistes qui répandent le mal et la zizanie dans les divers pays. Toujours concernant sa tournée au Koweït, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu dimanche matin dans sa résidence au Koweït le président de l'Assemblée nationale koweïtienne, Marzou El-Ghanem. Il a souligné lors de son entretien dans sa résidence au Koweït avec le président de l'Assemblée nationale l'importance de renforcer les relations parlementaires entre l'Égypte et le Koweït. Le président a mis l'accent sur l'importance d'activer les travaux du comité parlementaire égypto-koweïtien afin de renforcer la coopération entre les deux pays, louant le rôle joué par M. El-Ghanem dans le renforcement des relations bilatérales. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale du Koweït a affirmé le soutien de son pays à l'Égypte à tous les niveaux, politique, économique et social, louant les relations historiques solides entre les deux pays, mais aussi entre les deux peuples. Et puisqu'on parle de la visite du président el-Sisi au Koweït, tout de suite, je vous propose de faire un aperçu de ces 2 jours intenses et riches en sommets et en rencontres que je vous propose à travers ce commentaire signé d'Alia Korom. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé samedi au Koweït pour une visite officielle de 2 jours en vue d'effectuer des pourparlers avec son Altesse l'émir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jabal Al-Sabah. En amont de la signature d'un nombre d'accords dans les différents domaines, les deux leaders ont discuté des derniers développements de la situation arabe et régionale à la lumière des divers défis auxquels est confrontée la nation arabe ainsi qu'un certain nombre de dossiers d'intérêt commun. Le porte-parole de la présidence, Bassam Radi, a déclaré que le président avait exprimé la fierté de l'Égypte des relations fraternelles historiques entre l'Égypte et le Koweït au niveau politique et populaire, soulignant que ces relations s'étaient forgées au fil des décennies de solidarité et de résistance contre les crises et les défis. Pour sa part, son Altesse l'émir Cheikh Sabah Al-Ahmed a salué les relations distinguées entre les deux peuples frères et a exprimé la volonté du Koweït de renforcer la coopération existante entre les deux pays et d'ouvrir de nouveaux horizons à la coopération bilatérale. L'ambassadeur du Koweït en Égypte, Mohamed Al-Souaik, a affirmé jeudi que la visite du président Abdel Fattah el-Sisi au Koweït illustre la profondeur des relations fraternelles entre les deux pays datant de longues décennies. Le diplomate a ajouté dans une déclaration à l'agence de presse de Koweït Kona que cette relation unique en son genre a toujours été une réussite et les responsables des deux pays sont fiers de la présenter comme modèle à suivre dans l'unité de l'objectif et la franchise afin de réaliser les aspirations des peuples des deux pays
en matière de développement, de sécurité et de stabilité. L'ambassadeur a ajouté que le président Al-Sisi visitait le Koweït en réponse à l'invitation de son Altesse l'émir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmad. Il a précisé que cette visite était une chance pour exposer les différents volets des relations bilatérales dans le contexte des relations étroites entre les deux pays et leur attachement aux constantes de cette ancienne relation. Selon un rapport publié samedi par l'agence de presse du Moyen-Orient, MENA, la visite du président Al-Sisi au Koweït revêt une grande importance compte tenu les défis de taille auxquels sont confrontés le monde arabo-musulman et la nécessité de maintenir la coordination et les concertations pour parvenir à une vision commune face aux dangers. L'agence a mis l'accent sur la relation forte et historique entre les deux pays qui se sont renforcées sous le haut patronage de son Altesse l'émir du Koweït et le président Abdel Fattah al-Sisi. Elle a expliqué que la visite du président al-Sisi au Koweït samedi, la troisième depuis son entrée en fonction en juin 2014, vise à promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines afin de renforcer les relations historiques entre les deux pays et les deux peuples. Des relations qui constituent un modèle pour les relations internationales, a ajouté l'agence. MENA a souligné que l'Égypte s'est toujours tenue à côté de tout ce qui permettra de réaliser la sécurité et la stabilité du Koweït sur les plans politiques, économiques et militaires. En retour, le Koweït affirme toujours son soutien total à l'Égypte dans les diverses situations et crises qu'elle traverse. L'agence de presse a également mis l'accent sur le partenariat long et fructueux entre l'Égypte et le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe depuis sa création en 1961. Le Fonds koweïtien a accordé le 11 décembre 2018 à l'Égypte un prêt de 500 millions de dollars destiné à financer des projets de développement dans la péninsule du Sinaï. Le conseiller du fonds a précisé que ce financement servira à financer des projets dans les secteurs de l'énergie, de l'eau et de l'assainissement, indiquant que le prêt sera remboursé sur une période pouvant aller jusqu'à 25 ans. Il a également fait savoir que le fonds a déjà accordé à l'Égypte 48 prêts d'une valeur totale d'environ 3,3 milliards de dollars, dont 2,2 milliards ont été affectés au financement de plusieurs projets dans les secteurs de l'énergie, de l'eau, de l'industrie, de l'agriculture et des transports. Juste avant de s'envoler pour le Koweït, le président Abdel Fattah al-Sisi était au Japon pour assister au 7e sommet de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, intitulé TICAD, tenu du 28 au 30 août dans la ville de Yokohama. Dans son discours prononcé lors de la séance d'ouverture, le président al-Sisi a participé ou a appelé les institutions financières internationales, continentales, également régionales, à jouer leur rôle dans le financement du développement en Afrique. Le point dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré vendredi 30 août que le 7e sommet de la TICAD marquait un tournant important dans le renforcement de la coopération entre les pays de l'Union africaine et le Japon en orientant l'attention au développement des ressources humaines conformément à la réalité africaine et à la priorité accordée par les pays du continent pour les jeunes qui représentent environ 65% de la population du continent. À la clôture de la TICAD, le président al-Sisi a ajouté que le sommet avait entériné ce que nous aspirons mettre en œuvre dans le cadre du plan d'action en déterminant les perspectives de la coopération au cours des 3 prochaines années afin de réaliser les aspirations des peuples en matière de la stabilité, de la paix, de la modernisation et de la prospérité et de relever les défis auxquels sont confrontés les pays africains. Et pour atteindre cet objectif, a poursuivi le président, il est incontournable de créer un climat propice au développement durable et de trouver un partenariat efficace entre les secteurs publics et privés fondé sur un ensemble d'idées innovatrices qui vont de pair avec la réalité et les potentialités de nos peuples et nos richesses humaines. Le président Abdel Fattah al-Sisi a exprimé dans un message publié lundi sur le site officiel du ministère nippon des Affaires étrangères une grande appréciation pour le gouvernement et le peuple japonais pour l'hébergement du 7e sommet de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, tenu du 28 au 30 août, avec la participation d'une constellation de grands acteurs financiers, dont la Banque mondiale, le Programme de développement des Nations unies et la Commission de l'Union africaine. Sisi a affirmé que la TICAD a prouvé depuis son lancement en 1993 être une des importantes tribunes rassemblant les divers partenaires face à un seul objectif, celui du développement de l'Afrique en soutenant ses aspirations et ambitions. L'intégration économique en Afrique a démarré depuis la création de l'Union africaine, a noté le chef de l'État, rappelant que l'adoption de l'agenda africain 2063 et le lancement de la zone de libre-échange africaine continentale constituent une pierre angulaire des démarches africaines visant à mieux consolider l'intégrité économique
économique en Afrique. Le président a également affirmé que l'Union africaine est parvenue pendant des années à définir des objectifs et des aspirations de l'Afrique qu'elle a insérés à l'agenda 2063 pour être en tête des projets de développement durable du continent. El-Sisi a annoncé dans son message que l'Égypte ambitionne d'établir une coopération fructueuse avec la TICAD et les autres partenaires stratégiques de l'Afrique pour soutenir les efforts visant à réaliser les aspirations et les objectifs. Il a conclu en disant n'avoir aucun doute du fait que la TICAD poursuive ses succès en se focalisant sur les besoins et les priorités du continent africain et en exploitant les points forts de ses partenaires. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté ou a participé samedi à la cérémonie de remise du prix Hideo Noguchi Africa, toujours au Japon, en marge de la 7e conférence internationale de la TICAD, qui s'est clôturée donc vendredi 30 août 2019. Le chef de l'État a félicité les 2 médecins africains lauréats du prix, soulignant que ce prix renforce la décision d'accorder une grande importance à l'investissement dans le développement des ressources humaines, pilier du développement durable et de la renaissance dans le continent noir. La lutte contre les maladies endémiques et contagieuses en Afrique est une priorité dans l'agenda de l'Union africaine et des pays africains, poursuit-il, appelant à la conjugaison des efforts afin de soutenir le secteur des soins médicaux. Le président Abdel Fattah el-Sisi a valorisé l'attachement de la TICAD à examiner les moyens permettant au système d'assurance maladie de profiter aux Africains, confirmant que les pays développés ont une responsabilité humanitaire à assumer pour assurer le minimum de soins médicaux à tous les Africains. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré samedi que l'Égypte avait le potentiel nécessaire pour servir d'un point de départ pour toutes les industries japonaises vers les marchés des différents pays du monde. Lors d'une réunion samedi dans une résidence dans la ville japonaise de Yokohama, avec le président de la société japonaise Mitsubishi, Takehiko Kakiyoshi, le président a souligné l'importance du Japon en tant que partenaire stratégique de l'Égypte, faisant état de nombreuses possibilités pour étendre ses activités dans le pays, notamment à la lumière des projets nationaux mis en place, tels que le développement de l'axe du canal de Suez, mais aussi de ses zones industrielles et de ses centres logistiques, ainsi que de nombreux projets d'infrastructures, a déclaré le porte-parole de la présidence de la République. Et on fait un saut en arrière pour parler de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi en France, plus précisément à Biarritz, où donc il participait au 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement du G7. Cette visite, intervenue à l'invitation du président français Emmanuel Macron, revêtait une importance exceptionnelle puisque l'Égypte participe pour la première fois au sommet du G7 en sa qualité de présidente de l'Union africaine. Le thème phare du sommet était la lutte contre les inégalités, un sujet brûlant qui était complété par d'autres thématiques d'actualité comme le climat, la biodiversité ou le numérique, l'intelligence artificielle et l'Afrique. Dalia Karam. L'Égypte a participé pour la première fois au 45e sommet du groupe des G7 qui s'est tenu du 25 au 26 août 2019 à Biarritz, en France. L'invitation du président français Emmanuel Macron au président el-Sisi, actuel président de l'Union africaine, reflète l'importance du rôle de l'Égypte ces dernières années sur la scène régionale et internationale. Les relations franco-égyptiennes se caractérisent par leur profondeur. Idem, la France et l'Égypte partagent des positions convergentes sur des sujets régionaux tels que le processus de paix au Proche-Orient, la crise libyenne et le Soudan. El-Sisi et Macron ont également déclaré l'année 2019 année culturelle France-Égypte. Le groupe du G7 rassemble la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon, l'Italie et le Canada. Ces grandes puissances, qui représentent 50% de l'économie mondiale, partagent également les valeurs de liberté et de démocratie, ainsi que l'ambition collective pour traiter des grands problèmes mondiaux. Sur un format renouvelé, le sommet de Biarritz associe des pays partenaires, notamment africains, et des acteurs clés de la société civile pour apporter des réponses communes et concrètes pour lutter contre toutes les formes d'inégalité, thème phare du sommet. Un sujet brûlant qui a été complété par d'autres thématiques d'actualité comme le climat, la biodiversité, le numérique, l'intelligence artificielle et l'Afrique.
5 pays africains étaient invités au G7 de Biarritz, l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Rwanda, la Troïka de l'Union africaine, de même que le Sénégal et le Burkina Faso qui président respectivement le NEPAD et le G5 Sahel. Le thème général du sommet est la lutte contre les inégalités, sujet qui concerne l'Afrique au premier plan. Dans son discours devant le sommet du G7 2019, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est focalisé sur les efforts déployés dans les domaines de la lutte antiterroriste, la corruption et l'autonomisation de la femme. Le président s'est penché sur l'impératif de l'action conjointe entre l'Afrique et ses partenaires internationaux, notamment les 7 grands pays les plus industrialisés dans le monde, pour trouver des solutions aux grands défis reconnus par tout le monde qui font l'objet d'études depuis de longues années. Le président faisait également la lumière sur le dossier de l'autonomisation de la femme, évoquant les efforts déployés à cet égard et rappelant le rôle prépondérant de la femme en Égypte, en Afrique, voire dans le monde, et ses contributions efficaces dans la société. Il a donc affirmé qu'elle méritait d'être placée au premier rang des priorités du continent africain pour atteindre les objectifs du développement durable. Le président abordait aussi un autre dossier majeur, à savoir la lutte contre la corruption en Afrique. Ce fléau qui épuise les ressources du continent et qui s'avère aussi importante, le président affirme que l'action conjointe est incontournable pour endiguer ces phénomènes subversifs en consolidant l'infrastructure de la paix et la sécurité dans le continent africain via un partenariat équilibré avec les plus grands pays industrialisés dans le monde. Samedi, les musulmans du monde entier célébraient une date importante. Il s'agissait du Nouvel An de l'Hégire. Et à cette occasion, le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé un message de félicitations et de vœux au peuple égyptien à l'occasion du Nouvel An de l'Hégire de l'an 1441. Un message que vous voyez donc à l'écran via sa page Facebook. Dans son message, le chef d'État a souhaité que la prospérité, la compassion et la tolérance règnent en Égypte, mais aussi dans toute la nation arabe et islamique. On passe à un autre sujet. Cette fois-ci, il s'agit d'une cérémonie solennelle de clôture de l'exercice tactique international conjoint intitulé Défenseurs de l'amitié 2019, au cours duquel ont participé des parachutistes de Russie, d'Égypte, mais aussi qui a eu lieu vendredi sur le polygone d'Obrovichi sous Ryazan. Les détails dans ce commentaire. L'exercice conjoint Défenseurs de l'amitié 2019 a pris fin vendredi avec la participation de plus de 1000 parachutistes de la Russie, de l'Égypte et de la Biélorussie. Ces manœuvres militaires qui interviennent dans le cadre de la coopération entre des parachutistes des forces armées égyptiennes, russes et biélorusses ont partagé leur expérience relative à certaines activités de combat. La formation s'inscrit dans le cadre du partenariat militaire et de la coordination des efforts déployés par les forces armées des 3 pays pour atteindre le plus haut niveau d'efficacité et de préparation au combat, a indiqué dans un communiqué les forces armées égyptiennes. Les parachutistes égyptiens, russes et biélorusses ont reçu ainsi une formation sur l'entraînement des forces spéciales, la libération des otages et les tactiques antiterroristes reposant sur les derniers systèmes d'entraînement modernes. Au cours de l'exercice, les parachutistes des 3 pays de l'unité de coalition ont pratiqué ensemble dans l'exécution des tâches antiterroristes sur le polygone d'Obrovichi dans l'oblast de Ryazan. Les militaires des forces d'opération spéciales de la République du Biélorusse ont participé à l'exercice Défenseurs de l'amitié 2019 pour la première fois. Jeudi, les militaires ont passé la phase préparatoire de l'exercice dans le cadre de laquelle les unités ont été coordonnées, des cours de formation tactique aéroportés et de tir ont été organisés. Au total, plus de 100 militaires participent à l'exercice, y compris des troupes aéroportées de la Fédération de Russie, d'environ 650 personnes, des forces armées de la République arabe d'Égypte, plus de 150 personnes de la République du Biélorusse, jusqu'à 250 personnes, ainsi que plus de 100 unités d'armes et d'équipements militaires, des avions, de l'aviation de transport militaire de la Russie et de l'Égypte. Le commandant des forces d'opération spéciales des forces armées de la République de Biélorussie et le commandant des troupes aéroportées de la République arabe d'Égypte ont félicité les militaires pour la réussite de leurs opérations. Alors, Bombardier Transporta conclut en août 2019 une entente avec la National Authority for Tunnels au Caire visant la conception et la construction de 2 nouvelles lignes de monorail en Égypte. Je ne vous en dis pas plus, découvrons les détails à travers ce commentaire. Bombardier
Bombardier Transport, Orascom Construction et Arab Contractors ont conclu le mardi 13 août une entente avec la National Authority for Tunnels au Caire visant la conception et la construction de 2 nouvelles lignes de monorail en Égypte. Une fois la phase de construction achevée, ce même consortium prendra en charge l'exploitation et la maintenance des 2 lignes pendant 30 ans. La valeur totale du contrat de conception, de construction et d'exploitation et d'entretien est d'environ 3,72 milliards d'euros, environ 4,16 milliards de dollars. La part de Bombardier Transport s'élève à 2,36 milliards d'euros, près de 2,64 milliards de dollars. La part combinée d'Orascom Construction et d'Arab Contractors dans le contrat global approche les 1,36 milliards d'euros, environ 1,52 milliards de dollars. Danidi Perna, président de Bombardier Transport, le fournisseur mondial de solutions de mobilité, a déclaré dans un communiqué qu'être retenu comme fournisseur du système de monorail en Égypte était un grand honneur et que leur système de monorail entièrement automatisé représentait la solution de mobilité intelligente de choix pour l'avenir urbain du Caire. Ce projet aidera l'Égypte à mettre en œuvre un moyen de transport rapide, durable, confortable et surtout sécuritaire pour des millions de personnes par année dans la dynamique région métropolitaine du Caire. La première ligne de monorail couvrira 54 km du Caire Est à la nouvelle capitale administrative. La seconde ligne s'étendra sur 42 km pour relier la ville du 6 octobre et Gizeh. Il s'agit des premières liaisons de transport collectif entre la région métropolitaine du Caire et la nouvelle capitale, ainsi que la ville du 6 octobre. Et elles amélioreront grandement la mobilité des citoyens égyptiens. Environ 45 000 passagers par heure pourront être transportés dans chaque direction une fois que la capacité maximale sera mise en œuvre. Grâce à des vitesses d'exploitation atteignant 80 km par heure, le temps de déplacement pour se rendre à la nouvelle capitale sera de quelques 60 minutes et de quelques 42 minutes pour la ville de 6 octobre. Tout de suite, je vais vous proposer de découvrir une des belles merveilles de l'Égypte moderne, de l'architecture égyptienne moderne. Alors, elle se trouve à Héliopolis, au Caire, donc, le palais du baron en pin, fait peau neuve plus d'un siècle après sa construction. Héritage donc du Belge Édouard Empin, la ville hindoue est depuis 2007 considérée comme un monument historique par le gouvernement égyptien. L'occasion pour l'Égypte et la Belgique de commencer sa restauration, le palais ayant été laissé à l'abandon alors que les travaux sont presque achevés. Beaucoup reprochent au gouvernement de ne pas respecter l'architecture originale du bâtiment. Retour sur ces critiques qui envahissent la toile, mais aussi retour sur ces étapes de construction. Le palais du baron Empin, situé au Caire, la capitale égyptienne, s'apprête à rouvrir ses portes après plusieurs années de travaux supervisés par l'autorité d'ingénierie des forces armées. Le gouvernement égyptien a présenté dimanche aux médias les travaux de restauration en cours du palais qui font l'objet de critiques virulentes sur les réseaux sociaux. Sur Internet, les Égyptiens ont raillé les travaux effectués avec des peintures blanches et rouges briques, jugées de mauvaise qualité et non conformes à l'esprit originel du bâtiment. Le ministre des Antiquités Khaled El Anani s'est défendu en qualifiant les critiques en ligne de fausses informations. La restauration est un vrai rêve et nous allons insuffler de la vie dans ce monument abandonné, s'est-il réjoui devant les médias. Les couleurs sont correctes et s'appuient sur des sources historiques, a déclaré à l'AFP le général Hicham Samir, chargé de l'ingénierie et des projets de restauration du patrimoine du Caire au sein du ministère des Antiquités. Il a ajouté que le palais serait ouvert au public au début de l'année prochaine. Le palais du baron Empin, chef-d'œuvre architectural entouré de jardins luxuriants et de palmiers, se trouvait dans un état de sérieux délabrement. Selon le ministère des Antiquités, le coût des travaux commencés en juillet 2017 et effectués en coopération avec le gouvernement belge s'élève à 100 millions de livres égyptiennes, soit 5,4 millions d'euros. Le palais du baron Empin à Héliopolis, encore appelé Villa hindoue, a été construit entre 1907 et 1911 par l'architecte français Alexandre Marcel. Les travaux de décoration ont été conduits par Georges-Louis Claude, décorateur français.
Érigé à l'entrée du quartier Héliopolis dans le nord-est du Caire, il a été conçu suivant le procédé du béton armé. Inspiré par les temples d'Angkor Wat au Cambodge et par des temples hindous, le bâtiment est impressionnant par la richesse de ses ornementations. Singes, éléphants, lions et serpents, statues de Bouddha, Shiva, Krishna et autres divinités hindoues. Il a été acquis par le gouvernement égyptien en 2005 à l'occasion du centenaire d'Héliopolis et classé monument historique par le Conseil suprême des antiquités égyptiennes en mars 2007. Et en 2012, un accord a été souscrit avec le gouvernement belge afin de faire de la restauration de l'immeuble un projet commun dans le but d'y installer un centre culturel international. Et on termine par du sport. L'équipe égyptienne a remporté le titre des Jeux africains au Maroc, organisé du 19 au 31 août avec la participation de 54 pays. Et figurez-vous que l'Égypte a battu le record de médailles remportées dans l'histoire des Jeux africains après avoir décroché donc 273 médailles, toutes disciplines confondues, 102 d'or, 98 d'argent et 73 de bronze, selon donc le site internet des Jeux africains du Maroc. Plus de détails dans ce commentaire. L'Égypte a remporté les 12e Jeux africains qui se sont clôturés samedi à Rabat en engrangeant un total de 273 médailles, dont 102 en or, 98 en argent et 73 en bronze, et ce à l'issue de 2 semaines de compétition. Le Maroc s'est contenté de la 5e place avec 109 médailles, 31 en or, 32 en argent et 46 en bronze. Organisée pour la première fois sur terre marocaine, la 12e édition des Jeux africains s'est déroulée du 19 au 31 août dans les villes de Rabat, Salé, Témara, Casablanca, Ben Seliman et Al Jadida. 28 disciplines sportives étaient représentées lors des Jeux. Cette édition a connu la participation d'environ 6396 athlètes représentant 54 pays africains, membres de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Et pour la première fois de l'histoire de la compétition, des épreuves des Jeux africains sont qualitatives pour les Jeux olympiques. Depuis plus d'un siècle, les Jeux africains, considérés comme la plus grosse manifestation sportive en Afrique, sont organisés chaque 4 ans sous la supervision de l'Union africaine en coordination avec les comités olympiques nationaux en Afrique et l'Union des confédérations sportives africaines. Voilà, c'est la fin de notre émission. Tout de suite, je vous laisse avec Halal Hamalaoui qui va assurer la transmission en langue anglaise des programmes sur Naïté International. À très bientôt.